Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant de parler du sujet du jour, je voulais juste remercier du fond du cœur toutes les personnes qui avaient commenté ma vidéo à propos de la sobriété que j'ai postée il y a 2 semaines. Et du coup, comme je le disais dans cette vidéo, je vais reprendre les lives Twitch, donc les streams. Si ça t'intéresse, il y aura un lien Google dans la description qui te dirigera vers un calendrier que je mettrai à jour régulièrement pour pouvoir prévenir du coup en avance des moments où je serai connectée. Pour l'instant, j'ai décidé de me connecter 2 fois dans le mois, donc une fois toutes les 2 semaines, les mercredis soirs. Alors je ne sais pas encore l'heure exacte à laquelle je serai connectée, je te laisserai vérifier dans le calendrier du coup si tu veux rejoindre la communauté Twitch. Et l'idée c'est de parler des mêmes sujets que j'aborde dans mes vidéos, mais pas que. Pourquoi pas réagir par exemple à des émissions. Moi je consomme beaucoup de contenu true crime ou témoignages comme genre Ça commence aujourd'hui ou d'autres émissions comme ça. Et pas de panique pour les personnes qui sont pas disponibles les mercredis soirs, vous pourrez toujours voir les rediffusions directement sur cette chaîne YouTube puisque je compte les enregistrer et les republier. Ceci étant dit, on va pouvoir parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui concerne la commission d'enquête menée par l'Assemblée nationale française au sujet des effets psychologiques que TikTok peut avoir sur les mineurs. Pour ce faire, le gouvernement français auditionne du coup depuis plusieurs mois divers experts et expertes du domaine, donc des chercheurs et chercheuses scientifiques, des professionnels du monde de la santé, des professionnels du monde de la jeunesse, enfin bref, énormément de personnes différentes sont passées du coup devant les différents députés pour pouvoir expliquer à ces personnes-là ce qu'elles ont observé, les impacts justement que l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux peuvent avoir sur les jeunes, etc. Et donc tout récemment, ils ont reçu une palette de personnages très connus dans le monde des réseaux sociaux, notamment Adé Laurent, Alex Hitchens, Manon et Julien Tanti. Je les connais pas très bien ceux-là, donc j'avais un doute sur leur prénom. Et enfin Nasdaq. Ce sont notamment leurs passages qui ont le plus buzzé ensuite sur les réseaux sociaux, puisqu'on peut voir les rediffusions des audiences directement sur internet. Et en fait ça a tellement fait le buzz que beaucoup de personnes pensent qu'en fait la commission d'enquête ne portait que sur eux et sur leur contenu, alors qu'en fait ça fait des mois qu'elle a lieu et qu'en fait énormément de personnes sont passées devant les différents députés pour expliquer du coup tous ces enjeux-là. Et si ce sont ces passages-là qui ont le plus retenu l'attention du public, c'est tout simplement parce qu'à la base, ils ont été invités dans le but de parler de leur contenu qui était considéré comme problématique, voire dangereux pour les jeunes et notamment pour les mineurs. Et c'est justement de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente vraiment, les enjeux de santé mentale chez les jeunes? Qu'est-ce qui impacte le fait qu'ils ne se sentent pas bien? Est-ce que les réseaux sociaux ont un rôle si important à jouer dans leur mal-être? Et si oui, pourquoi et comment? Je vais tenter de répondre à ces questions-là, sachant que je suis assez en colère en tant que personne qui crée du contenu depuis 10 ans en ligne, notamment autour de sujets qui touchent à la santé mentale et qui parlent du point de vue d'une jeune, parce que j'ai commencé mes vidéos quand j'avais 18 ans. J'ai tellement de choses à dire, franchement ça m'a mis assez en colère en fait de voir tout le débat public qu'il y avait autour de ça et l'hypocrisie générale en fait que je peux constater lorsqu'on parle du bien-être des enfants et des jeunes. Bref, voilà, je suis en pleine tempête émotionnelle. Dans cette playlist tu peux trouver une 60aine de vidéos dédiées exclusivement au sujet de la santé mentale que j'ai fait seule dans le but de rendre ces informations accessibles et surtout gratuites. Et si je peux le faire, c'est notamment grâce au soutien de ma communauté, mais aussi aux sponsors qui de temps en temps participent à financer mes vidéos. C'est d'ailleurs le cas de celle-ci. Merci encore à BetterHelp de me faire confiance pour un nouveau partenariat. Ça fait plusieurs fois que je t'en parle. Donc petite parenthèse pour te parler de cette plateforme qui je pense peut être intéressante si c'est un sujet qui te touche. BetterHelp est une plateforme qui propose les services de plusieurs professionnels du monde de la santé mentale dans le but de fournir des services d'accompagnement 100% en ligne. Ce sont exclusivement des professionnels enregistrés à l'ARS qui exercent, donc l'Agence régionale de santé française, et qui donc vont appliquer la même déontologie stricte lors de leur thérapie en ligne que dans un cabinet classique. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, on remplit un questionnaire assez détaillé pour pouvoir s'orienter au mieux par rapport à la problématique qui nous pousse à consulter. Ensuite, dans un second temps, la plateforme va nous mettre en relation avec le ou la thérapeute le plus adapté aux besoins que l'on va exprimer dans le questionnaire. Et dans un troisième temps, on est mis en relation avec ce ou cette professionnelle dans le but de commencer éventuellement un suivi. S'il se trouve que la personne que l'on t'a conseillée finalement ne te convient pas, tu peux toujours demander à changer et la plateforme s'en occupera pour toi. Pour les personnes qui ont une situation géographique compliquée ou des horaires justement qui ne sont pas très flexibles, c'est une bonne option dans la mesure où ça se passe 100% en ligne et qu'on peut choisir le format qui nous convient le plus, c'est-à-dire qu'on peut choisir que les séances ne se passent qu'à l'écrit ou encore que par appel téléphonique, ou si on préfère directement en appel visio, donc avec l'image et le son. C'est adaptable en fonction de tes besoins et normalement la personne avec qui tu as un suivi se rend disponible pour te répondre entre les séances si jamais tu as besoin de communiquer avec elle pour X ou Y raison. Comme c'est un partenariat, il y a un avantage à passer par le lien que tu trouveras dans la description qui te permettra de bénéficier de 10% de réduction sur le prix du premier mois de suivi. Je te laisse regarder du coup toutes ces informations ci-dessous et je tiens à préciser par souci de transparence que moi-même je n'ai pas testé les services de BetterHelp dans la mesure où j'ai déjà un suivi en parallèle auprès des services de santé publique de mon pays et ça depuis un certain temps qui me convient très bien, donc voilà.
c'était important pour moi de le dire au cas où. Dernière petite précision que je pense importante avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je sais que ça peut paraître contradictoire de pointer du doigt par exemple les structures sanitaires, les services de santé publique, l'État, enfin bref, tout ce qui est d'ordre systémique pour parler du mal-être humain, parce qu'en fait c'est ma posture notamment, c'est le fait de dire que en gros s'il y a des personnes qui sont en mauvaise santé, qu'elles soient physiques ou mentales, c'est notamment parce que leurs conditions matérielles de vie sont médiocres, parce qu'en fait on vit dans une société capitaliste atroce qui en fait nous réduit à des unités de production qui ne prend pas du tout en compte nos besoins pour nous sentir bien, etc. Donc je sais que ça peut paraître contradictoire de dire que c'est ça le problème et du coup après de proposer des solutions individuelles comme le développement personnel, la psychothérapie, les conseils qui s'appliquent à l'échelle individuelle, etc. Et je peux comprendre que ce soit quelque chose de crispant pour certaines personnes. J'en parle d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos, notamment celle-ci qui est plus une revue sociologique sur cette question-là. Mais mon point de vue, c'est qu'en fait, rester critique sur ces questions-là, ça ne nous empêche pas d'utiliser des outils qui nous sont accessibles à échelle individuelle pour essayer de se sentir mieux, en tout cas sur le court terme, pourquoi pas sur le long terme si ça marche. Donc bien sûr qu'il y a des situations où ça paraît absurde de dire aux gens il faudrait que tu ailles consulter ou tu devrais lire ce livre, ça te fera sentir mieux, alors que le problème c'est qu'on se fait exploiter au travail, qu'on vit des violences structurelles, qu'on souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap qui n'est pas pris en charge, etc. On est bien d'accord, franchement je suis pas complètement naïve sur la question et j'en ai longuement parlé dans plusieurs de mes vidéos, notamment celle-ci aussi je pense qui est intéressante à ce sujet, mais en fait l'un n'empêche pas forcément l'autre. Si il s'avère que l'on a accès d'une manière ou d'une autre à des outils individuels et que ça peut nous aider à un peu respirer, à avoir un peu une petite bulle de repos dans laquelle on prend du recul sur les situations et on se sent accompagné, pourquoi pas ? Juste pourquoi pas en fait. Alors l'idéal ce serait que tous ces outils là soient accessibles et gratuits pour tout le monde. Malheureusement nous ne vivons pas encore dans cette société là. Même mon contenu par exemple qui se veut être accessible et gratuit ne l'est pas totalement, puisqu'en fait je dépends des sponsors, je dépends des publicités sur YouTube, je dépends du bon vouloir des algorithmes en fait pour que ce contenu soit accessible. Donc voilà, on essaye de faire avec les outils qu'on a au mieux. Mais voilà, c'était juste important pour moi de dire qu'en fait je prends toujours en compte ces deux dimensions, c'est-à-dire qu'on peut rester critique sur les réelles causes du problème, c'est-à-dire le fait que cette société génère la détresse et la misère humaine en masse en exploitant et en niant l'humanité du coup de ses membres, sans pour autant oublier le fait que nous avons une marge de manœuvre, une marge d'action qu'on appelle l'agentivité qui peut être élargie notamment grâce aux réseaux communautaires, grâce aux collectivités comme les associations, les collectifs militants, les personnes qui vont faire justement du travail bénévole, qui vont faire du contenu gratuit en ligne, etc. Et les réseaux sociaux, et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les réseaux sociaux participent au fait que des personnes puissent trouver des ressources auxquelles elles n'ont pas habituellement accès, puisqu'elles sont soit incompréhensibles, soit parce qu'elles sont trop chères, soit parce que elles sont comment dire gatekeep, comment tu dis ça en français? Ça va être par exemple des contenus que l'on va rendre accessibles qu'à une certaine catégorie de personnes, et justement les réseaux sociaux, les médias, etc. Qui sont utilisables par toi, par moi, par monsieur et madame tout le monde, ça permet justement de casser un peu ces dynamiques-là et de faire en sorte que des personnes puissent trouver de l'aide, puissent trouver des ressources, puissent bénéficier d'un tas de choses en fait via le lien social digital. Et ça pour moi c'est hyper important, on va en parler aujourd'hui justement. Ceci étant dit, c'était long comme introduction, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui m'anime très fort. Je crois que cette vidéo va durer 1h30 et je pense que vraiment elle peut faire travailler les méninges des personnes qui pensent que oh bah oui le problème c'est que les jeunes sont addicts aux écrans et de toute façon la culture du vide c'est ce qui fait que nos jeunes deviennent complètement abrutis, etc. Laisse-moi te dire que tu as tort et s'il te plaît écoute-moi jusqu'à la fin si tu n'es pas d'accord. Comme je le disais donc, ça fait longtemps maintenant que l'on me sollicite pour parler santé mentale et jeunesse puisque c'est en partie mon métier. Donc j'ai fait des podcasts, des radios, articles de journal, documentaires, tables rondes, conférences, trucs artistiques, trucs culturels, enfin bref, on m'a vraiment sollicité pour parler beaucoup de ce sujet et il y a systématiquement quelque chose qui manque à l'appel et vraiment je trouve que c'est une tragédie quand on se préoccupe de cette question-là, c'est qu'on va parler toujours des conséquences en fait, de pourquoi les jeunes se sentent mal, comment ça se manifeste sous forme de symptômes, quelles seraient les solutions, etc. Par contre les causes, voilà. Personne ne veut en parler, personne ne veut les mettre en avant, c'est tabou, voire même en fait on sait juste pas. Il y a plein de gens qui savent juste pas en fait à quel point les jeunes font partie d'une classe sociale qui fait partie des plus discriminées au monde, puisque le rapport entre les adultes et les enfants est celui probablement que l'on nomme le moins. Au même titre que le classisme, le sexisme, le racisme, le validisme et tout ce que tu veux,
Il existe une domination qu'exercent les adultes à l'encontre des enfants et qui est absolument atroce et même légitimée de façon institutionnelle, puisqu'elle se manifeste aussi dans les institutions médicales, dans les institutions de travail social, surtout dans les institutions éducatives comme l'école, et encore plus dans le foyer familial. Autrement dit, la domination et la discrimination que les enfants subissent de la part des adultes est littéralement à la base de nos rapports avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que cette domination est nécessaire au bon développement de ces enfants-là. Et on la rend légitime, voire souhaitable. Et quand je parle de rapport de domination adulte-enfant, je ne parle pas juste du fait que l'on va plus écouter les adultes, que l'on va leur donner de l'importance, qu'on va les trouver pertinents ou qu'on va juste les prendre en considération plus que les enfants. Non. Quand je parle de rapport de domination, je parle de rapport d'exploitation. C'est-à-dire que des enfants sont utilisés comme un employé dans une entreprise par des adultes, que ce soit leurs propres parents ou d'autres adultes autour d'eux, comme étant des marchandises, comme étant des ressources. Il y a des enfants que l'on va utiliser au sein des foyers pour faire le travail domestique, le travail ménager. Il y a des enfants qui vont être utilisés comme des outils d'assouvissement SEXUL. Je ne peux pas le dire en ligne, mais tu as compris. Il y a des enfants qui vont être utilisés comme défouloirs, comme paillassons pour les adultes, comme punching ball. En fait, les enfants font partie d'une minorité qui est hyper invisibilisée parce qu'on part du principe socialement que c'est normal qu'ils subissent notre violence d'adulte parce qu'elle serait nécessaire à leur éducation. Je disais qu'une partie de mon travail c'était de parler de santé mentale et de jeunesse en ligne en étant créatrice de contenu, mais l'autre partie de mon travail c'est d'être salariée dans le milieu scolaire auprès d'enfants tout petits. Et donc à l'occasion de ce travail-là, je suis formée régulièrement pour bien faire mon travail et comprendre le développement d'un enfant, ses besoins, comment bien cadrer du coup le temps que je passe avec eux, etc. pour avoir la meilleure prise en charge. Et systématiquement j'apprends énormément de choses très intéressantes et heureusement on parle de plus en plus des violences faites aux enfants et du rôle que jouent les proches dans le fait de générer ces violences, parce que de la même façon que dans les cas de violences conjugales, concernant les enfants, les maltraitances viennent l'écrasante majorité du temps de la part des proches directs, de la famille, des parents, des grands frères, des grandes sœurs, etc. Donc oui, on en parle de plus en plus et tant mieux, mais ça reste quand même un sujet assez périphérique et on n'en fait pas une priorité absolue que de déconstruire le rapport de domination qui existe entre les adultes et les enfants et de faire littéralement des remises en question collectives sur nous en tant qu'adultes, comment on se positionne personnellement envers les enfants et comment on participe à leur oppression, qu'on le veuille ou non, parce qu'en fait comme dans toutes les oppressions, les bourreaux ne savent pas qu'ils sont bourreaux parce qu'en fait ils pensent que c'est l'ordre des choses, comme les hommes pensent que c'est normal de dominer les femmes, comme les personnes blanches pensent que c'est normal de dominer les personnes racisées, comme les personnes riches pensent que c'est normal de dominer les personnes précaires, etc. Donc laisse-moi te dire que ça me fait hurler de rire de voir des brochettes de députés et d'experts en tout genre s'exprimer sur l'impact de l'utilisation des écrans, les addictions aux écrans, l'impact de TikTok et des contenus d'Alexis Chance et d'Adèle Laurent, etc. quand on ne mentionne pas le rôle catastrophique que joue l'institution de la famille dans le bien-être et l'intégrité physique et morale des enfants, quand on ne mentionne pas le fait que les institutions scolaires sont des violences atroces pour énormément d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école tout simplement parce qu'ils y vivent des atrocités de la part directement des professeurs et aussi d'autres élèves, mais là je parle du rapport adulte-enfant, c'est pour ça que je me focalise sur les professeurs, quand on ne parle pas des VSS, parce qu'on parle quand même d'un enfant sur 5 qui est victime d'inceste et ou de pédocriminalité à la maison, concernant les maltraitances physiques, on parle de la moitié des enfants en moyenne en Suisse et en France, et probablement que ces chiffres sont similaires dans le reste de l'Europe et dans le monde, donc la moitié des enfants qui se font taper chez eux et que tout le monde trouve ça normal, parce que bon, voilà, qui ne s'est pas déjà pris une fessée, qui ne s'est pas déjà pris une claque, et on n'en est pas mort, donc c'est bon en fait, il n'y a pas de raison d'en faire une affaire d'État. Et maintenant, si je te parle des personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps, qui soit doivent attendre des plombes avant de pouvoir voir des spécialistes et accéder à des soins corrects, ou encore qui vont recevoir une allocation qui ne permet même pas de survenir aux besoins les plus primaires, tu vas me parler de santé mentale dans ce cas-là? Et qu'est-ce qu'on fait des enfants dans les foyers où il y a de la violence conjugale qui sont juste absolument immensément répandus? Je rappelle quand même que c'est un homme qui tue tous les 3 jours son ex, sa femme, sa partenaire, sa compagne, et que ça représente une violence directe à l'égard des enfants. Et en dehors de toutes ces violences que je suis en train de mentionner, sans parler même de violences physiques, le nombre de foyers et le nombre de contextes institutionnels dans lesquels on crie, on fait du chantage, on insulte, on humilie les enfants publiquement dans le but de les éduquer, et vous venez nous parler de santé mentale à cause des écrans?
Vous pensez vraiment que si on demande à un mineur qu'est-ce qui le fait sentir mal au quotidien, il va vous dire les vidéos d'Alex Hitchens ou d'Adé Laurent? Non, en fait, il y a plus de chances pour qu'on vous dise « Papa me tabasse à la maison, mon grand frère a abusé de moi quand j'avais X années, ou encore « La maîtresse se fout de ma gueule devant toute la classe quand j'ai des mauvaises notes », il y a plus de chances pour qu'on vous réponde ça, plutôt qu'on vous dise « Ah ouais, il y a un youtubeur qui raconte vachement de la merde en ligne ». Alors je dis pas que ces personnes qui créent ce contenu-là ne sont pas à questionner, bien sûr que c'est du contenu qui me pose problème, bien sûr que je pense qu'il y a un minimum de cadre à mettre en place pour pouvoir éviter que tout et n'importe quoi soit regardable par tout et n'importe qui. Mais il faut arrêter l'hypocrisie générale autour de ça. Je suis désolée, en fait, regardez-vous dans une glace. Si vous êtes un adulte, si vous êtes un professionnel du monde de l'éducation, du travail social, si vous êtes parent, regardez-vous dans une fucking glace et arrêtez de penser que si vos enfants se sentent mal, c'est parce qu'ils sont trop sur TikTok ou qu'ils sont trop sur YouTube ou que sais-je en fait. Parce que peut-être que s'ils sont autant connectés aux écrans, c'est que le monde réel les dégoûte et à juste titre en fait. Qui ne peut pas les comprendre? Je rappelle quand même qu'à la base, un réseau social, comme son nom l'indique, sert à créer du lien. C'est-à-dire qu'en fait, si on utilise ces outils en tant que jeune, le but c'est de créer des interactions. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma chaîne, et c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'avais 12 ans et que Facebook est apparu. En fait, ça permettait de générer des nouveaux liens, d'interagir entre nous, de trouver des personnes qui nous ressemblent, avec des centres d'intérêt communs, avec des passions communes, avec des conversations qui nous intéressaient, auprès de personnes qui en fait voulaient volontiers avoir cette discussion avec nous. Et en fait, oui, peut-être que tu comprends pas ce que fout ton fils sur TikTok à scroller toute la journée, mais peut-être qu'en fait il cherche du lien avec d'autres jeunes qui s'intéressent aux mêmes choses que lui, qui rigolent aux mêmes choses que lui, qui ont les mêmes goûts musicaux que lui, etc. Et plutôt que de lui taper sur les doigts toute la journée à lui dire « T'es accro aux écrans, c'est quoi ?» Intéresse-toi à ce qu'il fait, pourquoi il regarde le contenu qu'il regarde, qu'est-ce qu'il y trouve, et peut-être poser la question de pourquoi il préfère ce monde-là digital plutôt que celui qu'on lui offre. Et ben là, peut-être qu'il y aura une piste de réflexion. Peut-être que là, ton gosse, il va t'expliquer qu'en fait, il se sent super mal quand il interagit avec sa famille parce que X, Y raison. Peut-être qu'il va te dire qu'en fait, à l'école, ça va pas parce que X, Y raison. Peut-être qu'il va te dire qu'en fait, il y a un adulte qui lui fait du mal et que c'est sa manière de s'évader, etc. Mais en fait, non, on va pas s'intéresser à ça. On va juste dire que c'est la culture du vide, qu'en fait, on comprend pas leur humour, qu'en fait, c'est une génération perdue. Et à ce sujet, d'ailleurs, je tenais juste à rappeler que c'est un classique, en fait. Dans l'humanité, c'est un classique depuis l'Antiquité déjà. Les générations anciennes vont systématiquement dénigrer les générations récentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cycle. Tiens, pourquoi? Bah parce que justement, il y a une discrimination qui s'opère des anciens envers les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, les générations vieillissantes vont toujours considérer que les plus jeunes sont une cause perdue, qu'ils sont mal éduqués, qu'ils sont en train de détériorer la société, génération dégénérée, génération perdue, je ne sais quoi. Et ça, c'est vieux littéralement de plusieurs millénaires, les gars. On parle d'une époque avant Jésus-Christ, de textes écrits, de traces de gens qui disent que la jeunesse d'aujourd'hui est complètement paumée par rapport à celle que nous on était. Des personnes qui vont dire oui, il n'y a plus de respect des anciens, c'était mieux à notre époque, patati patata. Genre, c'est bien qu'il y a un schéma qui se répète depuis si longtemps, au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas le questionner? Et si les jeunes sont si hostiles auprès des adultes, c'est peut-être parce qu'ils ont une bonne raison de l'être, peut-être parce qu'en fait c'est littéralement le traitement qu'on leur accorde quotidiennement depuis qu'ils sont nés, pour la plupart. C'est juste normalisé en fait, d'être juste méprisant avec les jeunes, de considérer qu'ils disent de la merde, que c'est pas important, qu'ils sont perdus, que ils comprendront en grandissant, etc. Alors bien sûr qu'en fait on évolue en grandissant, mais ça veut pas dire que ce que disent les jeunes est bon acheté à la poubelle, ou que c'est ridicule, ou que c'est stupide, ou que enfin bref. Et à ce sujet, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit là. J'étais en formation, comme je le disais tout à l'heure, avec d'autres personnes qui bossent dans le domaine de l'éducation et des jeunes et tout. Et je mangeais à table avec un gars qui bosse dans un centre de loisirs, un centre d'accueil pour adolescents. Et donc il me sort dans le plus grand des calmes, alors que du coup ce type, on lui confie nos enfants, hein, voilà. Il me dit qu'en fait le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils se sont pas pris assez de tartes de la part des grands. Genre l'air de dire que nous, quand on était petits, quand un grand il nous mettait une grosse baffe dans la rue, dans notre quartier, etc. Et bah au moins ça nous remettait les idées en place, ça nous dressait un bon coup, comme si on était un chien à domestiquer, et que voilà, ça c'était ce qu'il fallait pour que justement les jeunes se tiennent un peu mieux, en gros. Évidemment, l'éducation par la répression, par le traumatisme, parce qu'en fait ici on est à l'armée, j'avais oublié qu'en fait on n'était pas dans un centre de loisirs pour jeunes, dans des centres d'animation. Non, ici on est là pour traumatiser les gens, les obliger à ne pas réfléchir et à se soumettre par la peur. Bravo, vraiment, mais quelle éthique du métier quoi. Et donc en fait c'est hyper répandu encore maintenant de penser que c'est normal
parle que les jeunes devraient se faire taper un peu plus pour pouvoir comprendre en fait le respect et le bon vivre en fait, le savoir-être, etc. Alors qu'en fait, non, vous allez juste créer des futures personnes complètement dysrégulées, violentes, incapables d'interagir normalement avec d'autres personnes dans la société, et ce sera le meilleur moyen ensuite de les emprisonner, de les incarcérer, de les marginaliser de la société ou de les qualifier de cas psychiatriques, etc. pour aussi aller les enfermer, n'est-ce pas? Donc en fait, au bout d'un moment, moi, ça, je ne peux plus. Tu vas me dire que je suis partie trop loin, que j'ai tout mélangé et tout, mais non, en fait, je te laisse regarder ma playlist au sujet de l'institution carcérale, policière, etc. pour comprendre le lien qu'il y a entre les violences éducatives ordinaires, le rôle des institutions dans la banalisation des rapports de discrimination, etc. et dans la création, justement, de la criminalité. Enfin, tout ça, c'est imprégné, c'est imbriqué ensemble, donc voilà, je vais pas refaire toutes mes vidéos dans une seule vidéo, je te laisserai regarder les précédents contenus si ça t'intéresse, mais oui, il y a un lien en fait dans tout ça. Et pour en revenir à la commission d'enquête de départ, j'ai une question à poser pour finir cette vidéo. Où sont les jeunes dont on parle ? Est-ce que des mineurs ont été invités à l'Assemblée pour parler du coup de leur santé mentale, de ce qui leur fait du mal et de comment on pourrait les aider? Pourquoi quasi systématiquement quand on parle de problématiques liées à l'enfance, aux mineurs ou aux jeunes, on ne les met pas comme étant littéralement les personnes qu'il faut écouter en priorité dans ces moments-là? Alors là, tu vas me dire mais oui, à l'Assemblée nationale ils ont invité justement des jeunes tiktokers, des créateuristes de contenu, etc. Mais ça, c'est déjà des personnes adultes qui créent du contenu. Moi, je te parle des jeunes dont on se préoccupe de la santé mentale. C'est-à-dire inviter des gamins de 10 piges, de 13 ans, de 15 ans, voire même moins, pourquoi pas. J'ai dit 10 ans au hasard, mais en fait, ça peut même être moins. Pourquoi ces petits-enfants ne viennent pas nous parler de comment ils se sentent dans leur tête? Oh, bah peut-être parce qu'en fait, quotidiennement, on normalise le fait de les malmener, justement, dans leur corps et dans leur tête, et puis que ce serait un peu absurde, du coup, d'aller leur demander comment va leur santé mentale, quand eux-mêmes ne sont même pas au courant de ce que ça veut dire comme concept. Ne serait-ce que juste d'avoir une intégrité physique, c'est déjà pas un concept pour eux, puisque la plupart du temps, on leur nie cette capacité de pouvoir se défendre. Moi, le nombre d'enfants qui viennent me voir toute l'année pour me dire que pendant les vacances, il y a un parent, un grand frère, un cousin ou que sais-je, qui les a tapés, et qui en parlent, parce que du coup forcément ils ont besoin de s'exprimer là-dessus, et on parle d'enfants qui ont 4 ans parfois, hein. On parle de tout petits qui vont parler de ça. Et à qui on doit répondre quoi? On doit leur dire, bah c'est interdit. Un adulte, quel qu'il soit, n'a pas le droit de taper un enfant. Comment tu vas, du coup, faire en sorte que la parole de ces enfants soit prise en compte quand en fait on leur explique même pas au sein de leur propre foyer qu'en fait c'est pas normal qu'on les tape, qu'en fait c'est pas normal qu'on leur fasse vivre ce qu'on leur fait vivre quotidiennement. Et en fait, encore plus lunaire, leur parler de santé mentale, quoi. Genre ils vont découvrir ça justement à l'adolescence parce qu'ils vont tomber sur un contenu, sur un réseau social, ou peut-être qu'ils vont avoir des profs bienveillants qui vont leur parler de ça et leur dire vous savez, vos émotions sont importantes, ce qui se passe dans votre cœur, vous pouvez en parler, vous pouvez avoir de l'aide pour que ça se passe mieux. Mais en fait ça, ce n'est pas encore monnaie courante. Bref, tout ça pour dire que moi depuis un certain temps, je viens en prévenant. Lorsqu'on m'invite pour parler de ces sujets-là, je dis si jamais vous voulez que je parle de santé mentale? D'accord. Mais je vais aussi parler des statistiques autour des V, des statistiques autour des féminicides, des statistiques autour des maltraitances infantiles, du fait qu'il y a des enfants qui finissent hospitalisés chaque année parce qu'en fait ils sont passés à ça de mourir à cause justement des foyers dans lesquels ils évoluent, etc. Et en fait, vous pouvez pas me demander de parler de santé mentale sans me laisser mentionner ça. Donc je préviens avec un gros trigger warning général, on va parler de sujets qui font très très mal, sortez de la salle si c'est trop dur pour vous, mais en fait on va pas pouvoir parler de santé mentale si on parle pas de ces enjeux-là, si on parle pas de la précarité, si on parle pas de la maladie, si on ne parle pas des structures sociales qui nous entourent comme étant littéralement des causes qui génèrent massivement cette détresse, qu'elle soit physique ou mentale. À partir du moment où on conceptualise la santé mentale et la santé physique comme deux choses différentes, c'est-à-dire une forme de santé qui est matériel, palpable, et une autre forme de santé qui est plus de l'ordre des idées, des pensées, de l'émotion, etc. Ça veut dire qu'on a deux pans dans lesquels elle s'exprime. Ce qui est physique et ce qui est immatériel, en gros. Et ben on va faire pareil avec la violence et on va le mettre en avant. C'est-à-dire que la violence, oui, ça peut être des coups, ça peut être des bleus, ça peut être des brûlures, des cicatrices, ça peut être des choses qu'on peut voir et toucher. Mais du coup, ça peut être aussi énormément des choses qu'on ne peut ni voir ni toucher, des choses que l'on peut seulement sentir, c'est-à-dire des cris, des humiliations, des insultes, du chantage, de la manipulation, et toutes ces choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et ça, c'est tout aussi important que l'autre forme de violence. Donc s'il y a la santé physique et la santé mentale, il y a aussi la violence physique et la violence immatérielle, entre guillemets, je sais pas comment le dire.
Et pour moi ça fait pas trop sens de séparer ces deux catégories comme étant excluantes l'une de l'autre, parce que souvent en fait c'est un briquet, ça va ensemble. Si ça va pas physiquement, probablement que mentalement c'est difficile en fait de faire que ça suive, et inversement si ça va trop mal mentalement, ça va s'impacter sur ton physique. Et pareil avec la violence, en fait la violence avant qu'elle s'exerce physiquement, elle est systématiquement précédée par de la violence qui n'est pas physique, c'est-à-dire le fait de banaliser un terrain dans lequel la maltraitance, ne serait-ce que verbale, est normalisée, pour ensuite passer au coup. D'ailleurs à ce sujet, je sais pas si tu es au courant qu'en France, 60%, donc plus de la moitié des féminicides ont lieu alors que ce n'était pas précédé par de la violence physique. En d'autres termes, 60% du temps, le bourreau tue sa victime sans avoir eu besoin entre guillemets de la frapper. Les insultes verbales, la maltraitance psychologique, le harcèlement moral, etc. Juste cette violence immatérielle peut suffire à créer un passage à l'acte meurtrier. C'est dire à quel point c'est important de prendre cette violence en compte. Alors pourquoi on la rend normale dans toutes les sphères de notre société contre les enfants? Ça va pas du tout ça. Bref, je vais arrêter de radoter sur la question, je pense que je me répète beaucoup. Tous ces sujets, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos que je te laisse regarder dans les playlists qui seront dans la description. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas contre le fait de se questionner sur ces contenus, de questionner les pratiques autour des écrans et de justement protéger les enfants, les mineurs et les jeunes des dérives que ça peut mener en fait et de la détresse que ça peut générer quand on n'a aucune réglementation entre guillemets de l'usage de ces outils-là. Donc oui, je sais qu'il y a des enjeux importants, non, on va pas les nier et on va pas faire comme si de rien n'était. Par contre, si vraiment on s'intéresse à la question du bien-être des jeunes et surtout de leur santé mentale, juste faut arrêter l'hypocrisie générale et parler de vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, quoi, parce que ça c'est plus possible. Moi maintenant je refuse de m'exprimer sur ce sujet si on m'empêche d'aborder les questions structurelles, de violence, etc. Si on me dit oh non mais ça s'éloigne du sujet, c'est trop tabou, quoi. Non, si c'est ça, alors t'es à côté de la plaque et t'as rien compris. Donc vraiment, pour moi c'est important de mettre ça au milieu de la discussion, de prendre en compte maintenant collectivement la remise en question en tant qu'adulte de comment nous on se comporte avec les jeunes de façon globale, même avec des jeunes qu'on connaît pas, même s'il y en a pas dans notre famille, juste comment on s'adresse à eux dans les espaces publics, comment on s'adresse à eux dans les institutions, comment on les considère en ligne. Bref, on peut continuer cette discussion dans mon prochain live Twitch, pourquoi pas. J'ai dit que je parlerai en premier de sobriété, mais on peut prévoir justement des plages horaires. Je sais pas, si je me connecte pendant 2 heures, bah on peut faire une demi-heure d'un sujet, une demi-heure d'un autre, peu importe, on va faire ça ensemble. Mais voilà, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Hésite pas du coup à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, comme d'habitude, dans la bienveillance et le respect. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas forcément raison sur tout ce que je raconte, et en fait je cherche pas à avoir raison, je cherche surtout à mettre en lumière des choses qui, à mon sens, ne sont pas mentionnées ou très peu visibilisées, voire carrément instrumentalisées, et ça m'énerve. Donc voilà, j'essaie juste de mettre ma petite pierre à l'édifice pour qu'on réfléchisse collectivement à des solutions par rapport à ces sujets-là. J'espère du coup que cette vidéo aura pu te faire réfléchir, qu'elle aura pu te plaire, et si c'est pas le cas, au moins qu'elle aura pu générer des réflexions intéressantes. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.